Et bonjour à tous et bienvenue sur TechArt. Alors dans l'épisode 7, aujourd'hui je suis super content d'avoir Camille, Generative Artist, avec nous. On va revenir sur son parcours, sur comment il gère le code. On va aussi parler ensemble de, des shaders et de plein de sujets super intéressants. Et je serai avec aussi Florian en co-host. Les gars, est-ce que ça va? Ça roule. Ça va très bien, salut David, salut Florian. Salut Camille, merci d'être là avec nous. Merci pour l'invitation. Trop cool. Ouais, je vais te présenter rapidement, en tout cas de ce que je sais. Corrige-moi si jamais je me trompe, mais tu t'es mis au Generative Art il y a quelques années déjà, avant que les NFT débarquent. Mais c'est sur Ikenunk que tu as commencé à minter et vendre tes premières œuvres. Puis tu es passé sur FXH et c'est là où moi j'ai commencé à découvrir ton travail et je pense que je peux parler pour David et moi, mais on adore ce que tu fais. On adore. Tu peux. Et tu as aussi une présence assez forte sur Twitter. Déjà, tu as 12 000 followers aujourd'hui, ce qui est assez impressionnant. Et tu partages beaucoup ton process, tu collabores avec des gens, avec d'autres artistes. C'est super intéressant de suivre un peu la manière dont tu crées et ce que tu expliques dans ton creative process sur Twitter. Donc, si les gens ne le suivent pas, allez-y. Comme ça, il y aura un peu plus que 12 000 followers. Je me suis pas trompé jusque-là, c'est plutôt correct? Non, c'est très correct. C'est un peu plus récent que ça, le Generative Art. J'avais déjà touché vraiment de loin à la partie générative, notamment avec la musique. Mais Ok. j'ai dû découvrir P5 et l'art génératif il y a un tout petit peu plus d'un an, un truc comme ça. C'était en septembre d'année dernière. Ok. Et quand j'ai découvert ça, je voyais que plein d'artistes qui parlaient de Geeknook, de Foundation, je savais pas du tout ce que c'était. Et voilà, à force de découvrir, ça a dérapé comme ça, mais Pour ceux qui c'est ne assez savent pas, intéressant. c'est quoi Ikenan Foundation, FXH, OpenSea, etc. C'est des sites de vente de NFT. Yep. Et notamment, ça a permis au Generative Art de se développer sur ces plateformes à une grosse vitesse. Ça a bien mis le Generative Art en valeur. Ouais. Et tu parlais de P5JS, P5JS. C'est comme ça, du coup, que tu es un peu rentré dans le Generative Art à travers ce set d'outils ou c'est venu un peu après? Ouais, enfin, ça m'intéressait. Puis à un moment, j'ai cherché comment on pouvait coder ça. Je savais déjà coder en JavaScript. J'ai vu que les gens le faisaient en JavaScript. Et d'ailleurs, les premiers, c'est des. Quand je commence, FXH n'existe pas. Artblock, je connais pas. Et de toute façon, ça m'est totalement inaccessible. Donc, du coup, je m'amuse à faire plutôt des vidéos avec un framework de Matt Delorier, je sais plus le nom, Ah, Canva yes. Sketch, je crois, voilà. Ouais. Et donc Sketch. les premiers sont avec ça et je génère des vidéos que je poste sur Geeknook un peu plus tard parce qu'au début c'est juste de l'art génératif, j'ai aucune idée de l'univers NFT et c'est pas l'objectif du tout au départ. Ok. Ça démarre comme ça. Et aujourd'hui, quand on regarde tes œuvres, on les reconnaît assez facilement, je trouve. Est-ce que tu as une manière de décrire ton style? Est-ce que déjà tu pourrais Euh, dire j'ai un style? Est-ce que c'est une question un peu compliquée? Donc, est-ce que ouais, comment tu décris ce que tes artworks, alors tes séries, etc. plusieurs fois j'étais pas sûr d'en avoir un et je m'aperçois que je suis facilement reconnaissable. Donc le fait est que bah si. J'avais participé à la Blind Gallery de Calo. Et le Ouais. but du jeu, c'était de faire une œuvre anonyme qui était différente de ce qu'on fait d'habitude. Et du coup, je me suis dit, ok, je vais faire un truc un peu différent, je vais changer les couleurs. Et bon, ben, on m'a calculé direct. Donc, effectivement, je pensais que ça dépendait beaucoup de la palette de couleurs qui est commune à beaucoup de projets sur Ikeknonk. Et la totalité des projets sur FXH, ils sont tous faits avec les mêmes 5 couleurs. Parce que je suis pas très bon pour choisir des couleurs et du coup bah, à chaque fois que je l'ai changé c'était moins bien donc j'ai dit ok on va garder ça là et du coup ça faisait une contrainte qui était intéressante comme ça je me concentrais pas dessus Ok. et, Comment tu as choisi tes couleurs au début, justement, ces 5 couleurs, elles viennent d'où tu as fait plein de tests, comme tu les as trouvées comment? non la vraie réponse est assez manque de surprise c'est que je suis allé sur un site de palette qui s'appelle Colors. J'en ai testé plusieurs et je pense que elle fait partie des 30 les plus utilisées sur le site donc c'est une palette très commune en réalité. Il y a vraiment aucun mystère autour de cette palette. Et du coup, maintenant, au fur et à mesure, tu as augmenté le nombre de palettes? Ouais.
En fait, quand j'ai démarré sur FXH, c'était au tout début. Le premier projet que je fais sur FXH, il s'appelle Si. Je crois que tu as une image. C'est un projet tout simple que j'ai fait en quelques jours parce que c'est le 84e projet posté sur FXH. Donc, c'est vraiment au tout début. La plateforme était assez compliquée à utiliser. Voilà, tu pouvais pas brûler tes éditions, par exemple. Donc, s'il y avait trop, bah, t'étais foutu. Il y a plein de trucs que tu pouvais pas changer. Même des bugs. Donc, j'ai certaines éditions où il y a des bugs. Ouais, il y avait un bug du 64e sur certains projets. Et, ça a échangé des pièces avec la 64e pièce d'un autre projet. Et du coup, je sais plus, j'ai un ou deux projets où voilà, ça fait partie du tout début. Et c'est comme ça sur la blockchain, donc ça pourra jamais changer. Donc, il y a certains projets où la 64e, c'est un autre projet que le mien. Et c'est un Ok, bug de la plateforme. c'est ouf. Et ouais, donc ça a commencé tout simple, mais c'était sans ambition, tu vois. Enfin, je connais pas du tout l'art génératif, j'ai aucune idée de ce que je vais en faire. Juste, ça me fait marrer de faire des trucs comme ça, et en quelques jours, je code des projets. C'est beaucoup plus marrant que sur Ekeknook parce que du coup, il y a l'aléatoire qui m'amuse. Je suis développeur, et du coup, ça me convient très bien de penser comme ça. Donc, j'adore jouer avec l'aléatoire, et je commence avec des petits projets, donc typiquement celui-là, qui est pas très compliqué à faire, avec une seule palette. Des petites signs et un peu de noise. Et voilà, donc c'est un truc très sympa à faire quand on est débutant en P5. Hmm. Et il y Je me rends a. compte que j'étais mute et je voulais juste faire une toute petite intervention. Excuse-moi, Florian. Je voulais couper Camille, mais c'est toi qui l'as coupé au final. Euh, Désolé. Ouais, juste pour ceux qui ne savent pas, la différence entre FXH et d'autres sites comme Foundation ou autres, c'est qu'on peut générer, comme sur Artblock et d'autres sites maintenant, une infinité ou en tout cas un certain nombre. On choisit, l'artiste choisit le nombre de générations qu'il fait, il crée l'algorithme et ensuite ça crée X itérations différentes. Au moment de l'achat. Ce Au qui est moment de l'achat, Exact. ouais. Donc ni l'acheteur ne sait pas ce qu'il va avoir et l'artiste ne sait pas ce qui va être généré. On peut juste en générer plein sur sa machine, mais ça sera pas celle-là, ce sera d'autres avec le même algorithme qui vont sortir. Ça peut Vous prendre connaissez ça très bien. énormément de temps à checker tous les outputs, tout ce qui peut être généré dans l'algorithme pour bien le tester, pour être sûr que s'il y a des surprises qui sortent au moment de l'achat, ce soit des bonnes surprises et pas oh mince, il y avait un bug que j'ai jamais vu quoi. Exactement. Et il y a peut-être pas grand monde qui le sait, mais tu es entrepreneur en parallèle. Ouais. Euh, Comment tu es entrepreneur en parallèle? Pareil, tu as énormément bossé sur ton profil online. J'ai regardé, tu as un compte à 12K, tu as l'autre compte à 35K. Bon, si tu veux faire un workshop sur comment avoir des followers, Je t'en ferai une autre vidéo. mais ouais, tu es entrepreneur en parallèle et je pense que cette partie de ta vie te prend beaucoup de temps. Comment tu mixes la partie artiste et la partie entrepreneur pro à côté? Alors ouais, je suis développeur de formation. Je suis un jeune informatique. J'ai fait dev quelques années. Mon dernier boulot avant de monter ma boîte, j'étais CTO de KissKissBankBank, que vous connaissez peut-être, c'est le Kickstarter français. Hmm. Et ensuite, avec Mathieu Segret, dont on reparlera plus tard, parce que je l'ai embarqué dans Hmm. l'aventure de l'art génératif, on a monté une société de formation pour développeurs il y a 11 ans maintenant. Euh, on l'a monté avec une vision du travail qui, elle aussi, va être très utile pour la suite. On a mis l'accent sur les libertés très tôt. Donc, moi, j'avais vu pas mal je traînais beaucoup dans le milieu startup avant de créer ma société. Et je voyais beaucoup de startupeurs qui faisaient exactement le rêve de tous les startupeurs et finalement qui n'étaient pas heureux parce qu'ils bossaient énormément, ils avaient plein d'investisseurs sur le dos. Et c'était pas très agréable. Et donc, en fait, tout le monde les enviait, mais eux, ils rêvaient de partir de cette situation parce que c'était très inconfortable. Et donc, quand on a démarré la boîte, on s'est dit, OK, on veut pas faire ça. Donc, on va pas bosser les week-ends, on va pas bosser le soir, on prend le temps qu'il faut. On a mis une règle qui a beaucoup servi au début, qui sert encore de temps en temps, c'est qu'on s'est autorisé, on s'est permis d'interdire à l'autre de travailler quand on veut. Donc, à tout moment, je peux demander à mon associé de ne pas travailler et inversement. Parce qu'en fait, on ne voulait pas du tout aller sur un truc où on se fatigue. On s'est dit, OK, on doit avoir des bonnes idées, mais on ne doit pas travailler beaucoup. C'est pas ça le projet. Et donc, il faut qu'on arrive à faire ça. Et donc, ça arrivait assez souvent au début, tu vois, qu'on était un peu cramé, on a éteint le guidon. Et du coup, j'ai dit, écoute, viens pas cet après-midi, tu reviens demain. T'inquiète, on a le temps. Et il faut qu'on fasse les choses bien et pas vite. Donc voilà, donc c'était un peu la philosophie. Assez tôt, on a mis en place ce qu'on appelait les semaines off. C'est qu'on a essayé un peu d'entraîner la boîte au fait qu'on ne soit pas là de temps en temps. Donc c'était une sorte d'astreinte. À un moment très tôt, parce qu'à ce moment-là, je ne pouvais pas encore me payer.
Et du coup, on a décidé de prendre une semaine tous les mois où on est absent tous les deux. Donc, si les personnes qui travaillent avec nous avaient besoin d'être là, on était dispo. Mais on essayait de faire en sorte d'être le moins là possible et on débriefait dès qu'on rentrait. OK, on avait 100 mails, comment on fait pour les traiter? Il y a eu telle urgence, on n'était pas là et c'était bloquant. Et on travaillait là-dessus. Et on a recommencé le mois d'après, puis le mois d'après, puis ça finissait par bien marcher. Donc, on a fait ça une semaine sur deux. Et ça a glissé petit à petit, c'est devenu presque notre façon de travailler standard. C'est-à-dire que ça fait presque 10 ans maintenant où on n'a pas d'horaire, il n'y a pas de planning, on essaye d'avoir très peu de trucs à notre agenda. Et, euh, et du coup, quand j'ai envie de faire un truc, j'appelle Mathieu, je dis écoute, j'ai une idée, est-ce que tu veux bosser avec moi dessus? Il me dit bah ouais, trop bonne idée, on s'y met à fond dessus, et s'il n'y a rien, on laisse couler, et ça avance comme ça. Donc, ce qui nous permet d'avoir du temps libre pour C'est faire des cool. bêtises Ouais, quand même en en gros, génératif à tout ce côté. que vous avez créé avant, ça vous a permis de passer sur le générative art de manière assez flexible au final. Ouais, c'était. On a été inspiré d'un bouquin dont j'ai parfois un peu honte, mais qui est assez connu, qui s'appelle La semaine de 4 heures de Tim Ferriss. Et donc, il pose des bonnes questions. Je trouve les solutions la plupart du temps flinguées, et en tout cas absolument pas éthiques. Et donc, on s'est inspiré des questions et surtout pas des réponses. Et donc, voilà, on a essayé de faire en sorte que tous les gens qui travaillent avec nous puissent avoir un mode de vie similaire au nôtre et que du coup, que ce soit pas au détriment des autres, ce qui aurait été absolument nul et pas éthique. Voilà. Donc, ouais, ça nous a permis de faire différents loisirs, notamment l'art génératif depuis l'année dernière. Ouais. Est-ce que cette casquette entrepreneur de quelqu'un qui a créé un business, qui gère un business aussi, influence ta manière de créer des projets artistiques? Visiblement, oui. C'est que moi, j'ai une forte culture Lean Startup. Donc, c'est une méthode pour monter les boîtes où tu essayes de tester régulièrement avec le moins d'efforts possible ton idée pour éviter d'avoir à développer l'idée en entier et la tester au final. Et donc, si tu peux juste faire une maquette et la montrer à des gens et avoir des retours de ça, tu le fais. Si tu peux juste faire une landing page, mais qu'il n'y a pas le site derrière, et tu dis, OK, le site va bientôt sortir, inscrivez-vous et ça ouvre dans quelques jours. Et si les gens ne s'inscrivent pas, tu sais que ça sert à rien de faire le site, peut-être parce que ça va pas marcher. Et donc, je suis arrivé avec cette culture dans l'art et moi, c'était normal de faire comme ça. Donc, je me suis dit, de toute façon, là, le jeu des NFT, c'est d'arriver à vendre des pièces et que ça plaise. Et du coup, pour faire ça, il faut que j'ai des retours des gens. Et donc, je posais régulièrement la question et je voyais que c'était bizarre pour pas mal de gens de faire ça, que c'était pas trop dans. Alors, c'est pas si vrai parce qu'il y en a plein qui le font quand même, mais je voyais que c'était pas. J'ai eu des retours de gens qui trouvaient ça bizarre. Je disais, c'est de l'art, Camille, fais comme t'as envie. Enfin, c'est pas. Si, je sais plus, il y a quelqu'un qui m'a dit, non, mais si Picasso ce serait bizarre si Picasso avait demandé de quelle couleur il devait peindre ses toiles ou. Bon, et en fait, pourquoi pas, mais. Bon, et du coup, je suis arrivé avec ça, et c'est vrai que c'est une habitude que j'ai encore gardée, donc il y a ses avantages et ses défauts, mais voilà, pour C'est le quoi coup, les, j'ai aucune culture en art, et, c'est quoi, euh, c'est et quoi les défauts que tu c'était vois? vraiment. C'est plutôt ce que les gens disent, oh putain, c'est bizarre de faire comme ça, ou toi, t'en vois des défauts autres que. Non, j'en vois parce que t'es obligé d'interpréter parce que du coup, je me réfère à des petits stimuli, genre je pose une question et c'est un sondage sur Twitter, mais bon, il y a plein de Hmm. biais c'est sur la façon dont je pose les questions, l'échantillon. Euh, Hmm. Et donc, il y a des fois, c'est peut-être juste que j'ai mal posé la question, ou c'était pas le bon moment de la poser, ou l'image illustrait pas bien ce que je voulais, ou des fois, le projet n'est pas fini. Donc, tu veux dire, OK, bon, imaginez la texture, mais les couleurs, elles sont flinguées, je le sais, mais imaginez s'il y a des belles. Et c'est hyper dur pour des gens de capter ça. Et c'est normal. Et en même temps, je peux pas faire un speech de 1 heure pour expliquer où j'en suis aux gens pour qu'ils répondent à la question. Et donc, voilà, il y a des biais aussi. Et il y a peut-être un attachement aussi au stimuli extérieur. Et donc, il y a des fois où je vais poster un truc et ça répond pas. Et du coup, je dis, ah non, oh là là, Mais c'est super dans ce moche et cas-là, tout. Alors que, tu jettes direct ou tu te dis non, mais attends, ça n'a pas répondu, j'ai pas posté au bon moment et tout, et je vais quand même continuer dans cette direction. non, j'essaye de pivoter un peu, tu vois. Tu changes des paramètres. Des fois, ça peut venir même de la communauté. C'est que des fois, c'est arrivé où, OK, je suis dans l'impasse, j'ai ce truc-là, je vois bien que ça, c'est pas incroyable, qu'est-ce que je peux changer? Et il y a des projets où l'avenir a été radicalement changé par des gens, notamment Flora Dura, par exemple, tu as une image. Et dans les slides. Et au départ, c'était
parce qu'une technique qui s'appelle le domain warping. Je dessinais une grille de points et je les déplaçais avec des formules de physique. Et ça ressemblait pas mal à un projet d'avant qui s'appelait murmuration. Et j'arrivais pas trop à m'en sortir. Enfin, ça ressemblait vraiment, c'était assez mathématique et ça m'embêtait. Et du coup, c'est Noodorou, un artiste que j'aime beaucoup, qui me dit mais au lieu de tracer juste les points, est-ce que tu tracerais pas le segment entre le point, la position d'origine, la position d'arrivée de tes points? Je fais ça, et tout de suite, il y a un rendu qui ressemble de manière assez proche à ce que tu montes maintenant. Et du coup, tu dis, OK, j'ai juste changé 2 lignes dans mon projet, ça change complètement le projet, c'est trop bien. Ça ressemble pas à ce que j'ai fait avant, c'est super riche. Et j'ai augmenté le nombre de petits traits, ça faisait un truc de fourrure, un peu d'aléatoire partout. Et ça, je l'aurais peut-être pas trouvé tout seul, tu vois. Mais j'aurais eu un projet qui ressemblait vachement à ceux d'avant. Donc j'aime bien quand même. Donc je continue à faire ça et c'est assez rigolo. Puis c'est trop bien de partager avec la commu, je trouve ça trop cool. Ouais. Vu qu'on est sur ce sujet, je me demandais comment tu organises, c'est une question un peu technique, comment tu organises les formes dans le projet? Parce qu'on voit qu'il y a des formes très variées. Tu as créé comment cette gestion du mouvement dans la fourrure? Alors c'est une technique qui s'appelle du domain warping qui est assez courante dans le génératif. Donc le but du jeu, c'est de prendre des éléments et de ranger sur une grille généralement et de les déplacer selon des formules mathématiques. Donc une façon simple de l'imaginer, on prend une grille de points et plus tu es près d'un des points, plus les points sont repoussés de ce point-là, par exemple. Et ça fera comme, je sais pas, si tu mettais un peu de l'huile dans l'eau, un truc comme ça. Et donc c'est juste ça en fait. Donc s'il y a des modifieurs locaux à plusieurs endroits, ici c'est les centres des petites fleurs, on va dire. Si tu arrives à avoir des genres enfin il y a des endroits où ça se croise et c'est ces centres-là en fait où il y a des formules physiques qui sont appliquées et qui s'appliquent d'autant plus que le point est près de ce modifieur. Et c'est juste ça. Donc il y a plein de formules. Donc c'est des formules plus complexes que des formules physiques. Donc tu en as par exemple sur un certain angle, ça va tirer, puis sur l'autre angle à côté, ça va repousser, puis attirer, puis repousser. Et voilà. Et je me suis amusé à faire plein de modifiers comme ça. Ils sont disposés dans l'espace. Il y a plein d'aléatoires, donc parce que c'était agréable d'avoir un truc assez organique. Donc c'est rangé sur des lignes quand même. Donc on peut y voir une grille, mais la grille elle est un peu pétée exprès. Sinon, ça faisait quelque chose de très mathématique et tout était pareil. Et dès que j'ai décalé un peu, ça créait des trucs vraiment intéressants parce que c'était pas la même chose partout. Et voilà, c'est juste du domain warping. Ok. Domain wrapping. Et du coup, je suppose que la grille influence aussi les couleurs ou pas du tout? Les couleurs sont dépendantes généralement de l'angle du segment. C'était une façon assez marrante de faire, donc c'est pour ça que c'est pas toujours corrélé à ce qui se passe à l'image. Ouais, c'est l'angle et il peut y avoir un offset sur l'ensemble de l'image pour créer un peu de variété sur certaines pièces qui sont un peu plus symétriques. Voilà, c'est un algo assez simple au final. Qui a un look un peu fluffy, mais qui n'est pas du tout fait avec ce qu'on utilise pour faire des fluffy d'habitude. Et là, sur ce projet, je crois que tu l'as fait en solo. Mais on te voit souvent participer en collaboration sur des projets, que ce soit des gens que tu invites, comme Bridge par exemple, qui a été un projet sur FXH qui a réuni il y a 30 artistes, je crois, je ne sais plus combien. Ouais, il y en avait 24, je crois. 24, ok. Donc ça, c'était une très belle initiative et le premier projet collaboratif qu'on ait vu sur FXH, il me semble. Et là, aujourd'hui, tu as une série qui est basée sur de l'aquarelle, où tu travailles en collaboration avec Mathieu et d'autres artistes, ou vous êtes 2 ou 3? Non, c'est juste Mathieu. Ouais. Mathieu, ok. Et est-ce que c'est quelque chose aussi que j'imagine tu aimes beaucoup faire? Comment tu balances ton rythme de travail entre projet solo, projet en collaboration? Est-ce que de temps en temps, tu aimes bien dire, OK, je suis en solo? Est-ce que ça t'apporte de passer en collaboration? Comment tu peux nous en parler? Et tout début de Bridge aussi, au tout début, parce que moi je suis. Ouais, on va parler de Bridge. Ouais. Attends, il faut que je retienne les 3 questions. Donc, il y a la partie collaborative et collective qui est intéressante. On pourra parler de Bridge et du projet Aquarelle. L'idée de collaborer est venue assez tôt. C'est que donc j'ai démarré l'art génératif en faisant juste des projets P5 de mon côté. J'ai vu que les gens partageaient pas mal sur Ekekno. Je me dis, je vais essayer. À ma grande surprise, il y a des gens qui ont apprécié ce que je faisais et qui en ont acheté certaines.
Et je trouvais ça incroyable. Du coup, je trouvais rigolo de continuer. Il y a FXH qui arrive. Les collectionneurs que j'ai à l'époque, euh, qui me connaissent très peu, me arrêtent pas de me dire va sur FXH, c'est fait pour toi, vas-y, j'y vais, je comprends pas. Ils me redisent non, mais il faut vraiment que tu y ailles, c'est fait pour toi, prends le temps. Je lis la doc et je comprends que c'est vraiment cool, que ça ressemble à Artblock que je commence à connaître et du coup, je m'amuse à faire des projets là-dessus. Et en début d'année, je me dis que ça serait cool de monter un petit peu en niveau. Et donc, je commence à ralentir mon rythme de publication. Parce que les premiers, si vous regardez les dates, il y en a qui sont espacés d'une semaine. Parce que je mettais vraiment très peu de temps. Je faisais ça à fond. Donc, ouais, dans les premiers, il y a des délais très, très courts. Et du coup, je me dis, j'ai envie de monter un peu en qualité, d'aller chercher des plus grosses plateformes et de faire des plus gros projets sur cette année. Et il y a des trucs qui deviennent moins marrants en faisant ça. Et il y a un peu plus administratif, c'est pas très rigolo d'aller demander à une plateforme de proposer le projet. Il faut des fois le mettre sur leur framework à eux, tout ça pour attendre de dire qu'au final on n'est pas pris. Des fois ça peut prendre du temps. Les retours sont bloque un pas peu toujours quelque part, évidents à entendre. Ouais, c'est vite long quoi. C'était pas marrant. Enfin, moi, ce qui me plaisait, c'est de faire des projets en quelques jours, tester des trucs, et il y a un truc sympa à la fin, les gens sont sympas, ils ont compris le délire, et c'était... Donc voilà, en même temps, j'avais de l'ambition, et en même temps, c'était pas très marrant. Et du coup, c'est là où je me suis dit, en fait, si on fait ça à plusieurs, on va envoyer du lourd, parce qu'on va pouvoir se partager un peu ces trucs chiants, faire vraiment des projets plus lourds, mais sans qu'il y ait la partie pénible, parce qu'en fait, comme on est plusieurs, ça délivre assez vite, et on garde l'aspect marrant. Donc c'est ce qu'on expérimente avec Mathieu en ce moment sur le projet Coral dont on pourra parler. Mais du coup, le fait d'être à deux fait que ça trace et il y a une simulation en plus à deux. Donc je trouvais ça très agréable. Et j'aimais bien le fait de créer quelque chose à plusieurs en fait. C'était très solo en fait jusqu'à maintenant. Et avec la communauté, j'aimais beaucoup ce lien et je me dis, mais ça se trouve, on peut créer un truc avec d'autres artistes et pas juste avec la communauté. Et c'est là d'où vient Bridge. Donc c'était effectivement avant qu'il y ait la V2 de FXH qui sorte. Et donc à ce moment-là, il n'y a pas de contrat de collab, et du coup on a fait la collab à la main. Donc j'ai envoyé les sous de la vente. Pour ceux qui ne connaissent pas Bridge, tu peux présenter le projet, Ouais. expliquer Donc déjà il faut quoi. dire que t'en fais partie. Donc la pièce qu'on voit à droite, c'est ta pièce que j'ai malheureusement étirée d'ailleurs, je vois, parce qu'elle est ok. Bon, elle est carrée. Et là j'ai dû la déformer un peu en la mettant dans. Pardon. Mais c'est magnifique et donc bravo pour cette pièce, c'est incroyable. Merci. Et donc, ouais, c'était un projet que j'ai fait un peu sur un coup de tête. Du coup, j'ai créé un projet open source et du coup, je me suis dit, OK, je vais faire une classe où chaque artiste qui veut contribuer a juste à l'implémenter. Il implémente sa classe et ça fait la pièce. Et donc, j'ai cherché un concept très simple, histoire que même des débutants puissent participer, que ce soit vraiment ouvert à tous. Et donc, j'ai fait un pont. Donc, c'est juste un ensemble de dalles en perspective. Et la seule règle qu'il y avait, c'était vous tracez des dalles là où je vous dis de les mettre. Et après, vous faites ce que vous voulez. C'est même pas obligé que ça ressemble à un pont. En fait, c'est vraiment ce que vous voulez. Et donc, il y a une diversité. Là, on voit un taf de Lunarian à gauche et Mathieu Segré à droite. Et donc, il est trop bien ce projet parce que chacun s'appropriait avec des niveaux très différents, des techniques différentes. Et du coup, il y a une diversité de styles. Ça, dans un délai très court. C'était drôle parce que, comme tu dis, c'était très court. Je pense que tu as dit que tu as fait sur le projet sur un coup de tête. Pour tout te dire, moi aussi, j'ai participé sur un coup de tête. Je me suis dit, ouh, trop cool, let's go. J'ai répondu, ouais, je participe sur Twitter. Et ensuite, il fallait bosser dessus. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais pas du tout le temps. Mais c'était super marrant quand même de bosser dessus. Ça s'est fini un petit peu. Je me rappelle, la dernière ligne droite, elle était bien. Il y avait des commits dans tous les sens et tout. Et des pushs et compagnie. Et c'était drôle aussi de voir le code des autres qui évoluait en même temps. C'est-à-dire que toi, tu fais ton petit truc. Et justement, tu parlais tout à l'heure de l'aspect stimulant. C'était hyper stimulant de voir d'autres artistes qui bossent en parallèle avec moi. Parce que du coup, je vois le truc et je me dis, ah ouais, en fait, les mecs, ils sont grave chauds. Il faut que j'augmente mon niveau. Et en même temps, je voyais plein de techniques. Genre, moi, j'avais jamais fait de P5JS avant. J'étais pas du tout habitué à ça. En général, je travaillais directement en Three.js ou avec des shaders. Et donc là, il y avait une autre façon d'appréhender la 3D. Et du coup, c'était super drôle je suis allé prendre en fait le code des autres. À un certain moment, je me disais, oh, ça a l'air pas mal, il fait ça comment? Waouh, ok, on va faire ça, on va modifier et puis on va faire pour le besoin. Donc c'était hyper intéressant aussi
en termes de participants de bosser sur ce projet, quoi. J'ai adoré. Ouais, bah, l'expérience c'était vraiment trop bien. Effectivement, un peu stressant parce que du coup, il fallait assumer le code de tout le monde et donc s'il y avait un bug sur un des projets, ça pouvait faire péter la totalité du projet et du coup, voilà. Bon, pour plein de raisons, c'était compliqué d'isoler chaque code parce que voilà, j'ai m'étais mal pris pour faire ça et je le saurai pour la prochaine fois. Mais ouais, l'expérience c'était trop bien, donc j'ai envie d'en refaire un et j'espère. Ouais, je sais pas, j'aimerais bien refaire un projet comme ça parce que l'aventure était trop cool, avec des délais beaucoup plus grands cette fois-ci, parce que je sais plus, c'était 15 jours, mais c'était tellement court, enfin c'était n'importe quoi. Vraiment, Et voilà. on arrive sur un petit truc. Alors là, on teste un nouveau format. Vas-y, je te laisse présenter le format, Florian. Ok. Tu vas être bêta-testeur d'un petit jeu qu'on a pris de je sais plus où, mais ça va s'appeler 60 secondes. Donc David va te poser pas mal de questions. Tu vas avoir 60 secondes pour Oh. répondre. Comme ça va vite. En gros, il faut répondre un peu par oui ou non ou l'un des choix, quoi. Ok. Voilà, bon courage. Donc Voilà. s'il y a un moment où je peux dire une énorme connerie, c'est là en fait, hein, c'est ça, on est d'accord? Ouais, exactement. Ok, exactement. c'est fait pour. Ce sera rediffusé partout, ne t'inquiète pas. Je compte sur vous. Ok, allez, top chrono. Plutôt Windows ou plutôt Mac? Mac. P5JS ou les shaders? Ah, maintenant shader. Twitter ou Mastodon? J'aime beaucoup Mastodon. Orange ou bleu? Ouais, Orange c'est bien. FXH ou Artblock? Ah. J'espère à bloc bientôt. Est-ce qu'on peut dire que l'IA, c'est du generative art? Ça peut? Un Bridge 2 en préparation? Non, mais dans ma tête, ouais. Kandinsky ou Picasso? Picasso? L'IA est-elle le futur? C'est un des futurs. Format A1 ou format A6? Ah, j'adore les grands formats. Et dernière question, un artiste avec qui tu rêves de collab? Ah. Il y a Zankan qui avait tweeté qu'il aurait aimé participer à Bridge, donc j'espère que s'il y a un Bridge 2, on aura Zankan avec nous, ce qui serait très cool. Boum, Super. des infos. Putain, t'as esquivé des questions incroyables, hein. Bon, désolé pour le prochain. Et du coup, P5JS à shader, comment ça s'est passé pour toi la transition ou l'apprentissage des shaders? Parce que c'est assez nouveau de ce que je sais. Alors, elle était assez plus subite que ce que je pensais. Donc, j'ai commencé à m'intéresser un peu en fond. Dans ma tête, j'allais m'en servir comme pas mal d'artistes qui faisaient ça, comme Soriaro, comme Landlines Art. Ils s'en servent plutôt un peu comme un gros fil Instagram, par exemple. Donc, il y a quand même une partie qui est faite en P5 qui viennent ajouter de la texture, des déformations, etc. Avec shader. Et du coup, j'ai dit, ça sera une bonne façon de commencer. Et donc, sur le projet qu'on fait avec Mathieu, j'ai dit, t'inquiète, je vais faire le papier avec les shaders. Ça a l'air assez facile. On va mettre un peu de noise et ça sera comme ça. Et en fait, en peu de temps, je suis monté en compétence en shader, Mathieu aussi. Il faut que je remercie pas mal Peter Passman parce qu'il m'a beaucoup aidé à monter en compétence sur les shaders et notamment sur une technique qui s'appelle les SDF que j'utilise beaucoup sur le projet d'Aquarelle. Et, euh, et en fait, chaque fois qu'on avait un problème, du coup, c'était plus facile de porter un shader. Et en fait, on a porté petit à petit le projet en shader. Et il y a 2 jours, on s'est appelé avec Mathieu et on a dit, OK, en fait, on va virer P5 parce que ça ne se sert plus. Et donc, il y a un petit peu de JS et la totalité du projet est fait en shader aujourd'hui. Ouais. Donc, on a même subi ce changement, mais du coup, en fait, on s'est retrouvé avec un truc tellement rapide que maintenant, on peut animer la texture parce que le rendu se fait en moins d'un 120e de seconde et donc on peut la faire bouger. Donc, j'ai balancé un screen hier où on voit les tâches aquarelles se développer sur la page. Et ça aurait été absolument impossible à faire ça en P5 où juste la faire une fois, ça prenait quelques secondes sur des machines rapides. Ouais. Mais là, du coup, quand tu parles de shader, vous êtes recréé une petite pipeline pour créer vos propres géométries en natif avec vos programmes en natif, etc. Ou vous utilisez quand même un peu les outils de P5JS pour plugger vos shaders dessus? Alors,
Pour le moment, on utilise P5 encore pour initialiser le canvas et passer les uniformes, mais ça sert vraiment plus à rien. Et on l'a même hacké pour que ce soit du WebGL2. Donc vraiment, c'est juste parce que c'était avant, mais c'est totalement inutile. Donc on va l'enlever. Et du coup, ouais, bon, vraiment, tout se passe dans les shaders, hormis quelques seeds qu'on envoie au shader avant. Tu trouves qu'il y a une nouvelle façon d'itérer sur le projet? Parce que comme tu dis, dans un shader, donc le shader, c'est un mini-programme très condensé qu'on envoie directement à la carte graphique et ensuite la carte graphique exécute ça. Toi, donc, déjà, comment tu as appris les shaders? C'était une question, je suis désolé, hein, parce que c'est quand même très différent de Non, PS, quoi. ouais, ça me faisait très peur parce que c'était souvent présenté comme un truc hyper galère à débugger, très technique. Et donc, je l'avais repoussé parce que je pensais que ce serait pas très pratique à utiliser ou galère, ou j'aurais des bugs. Donc, pendant longtemps, j'avais ce truc-là en tête qui me faisait un peu rêver, en même temps peur. Et bon, et c'est pas un truc qu'on apprend en une après-midi, donc il faut quand même un peu de temps. Dans les ressources que je recommande, il y a le Book of Shader qui est très cool pour commencer. Alors, les shaders, c'est assez multiple. Et là, on va parler juste une partie, c'est les fragments de shader. Donc, en gros, je fais un rectangle 3D qui fait la taille de la page et j'applique une texture dessus. Du coup, on utilise que la partie qui génère des textures, en fait. Il n'y a pas du tout de 3D, mais on peut Alors, appliquer ces trucs-là sur les formes géométriques, mais on ne le fait pas. au final, c'est pour avoir un rendu 2D. Ouais, ouais. Ouais, t'as un vertex qui est quasiment Euh, touché. ouais, c'est ça, c'est ça. C'est la partie vertex. Et donc là, c'est en un vertex tout simple. Donc, il y a le Book of Shader qui est très cool pour commencer sur les fragments shader. Et après, sur la partie SDF, c'est Inigo Quilez. Ah ouais, il a un site. Son Ouais. site, c'est Avec- iquiles.org. Et bon, là, c'est technique, c'est des maths. Faut être bien réveillé. Mais ça nous a changé la vie parce que du coup, toute l'aquarelle, elle est codée avec SDF et ça nous offre des possibilités incroyables qu'on n'aurait jamais pu faire en P5. Et plein d'autres trucs qu'on n'a pas encore exploré, comme le remarching. On est en train de tester des trucs. Donc, on a un petit projet en side où on dessine des formes en 3D, des formes 3D avec de l'aquarelle et ça va être assez rigolo. Et, ouais, et tout ça, on n'aurait jamais pu le faire là-dessus. Donc, ouais, c'est les deux grosses ressources. Et beaucoup le relire de code aussi. Parce qu'en fait, des ressources pour apprendre, il n'y a pas tant que ça. Donc, il y a des sites comme ShaderToy, par exemple, où il y a du code qui est commenté assez souvent et qu'on peut relire. Et voilà, pas mal de pratiques. Pas mal de maths aussi, j'ai dû me remettre tout ce qui est vecteur, matrice, etc. Parce que on en fait pas mal. Mais ça me va bien parce que j'ai un passif. Enfin, j'ai fait une prépa, une école d'ingénieur informatique et tout, donc j'avais un bon background en maths. Et du coup, c'était cool en fait. Donc ça me va plutôt bien, c'est assez proche de ma façon de penser et je trouve ça vraiment très marrant et c'est beaucoup plus évident. En fait, je pense que je faisais un peu je pensais déjà un peu shader quand je faisais du P5 et du coup là, c'est trop bien de migrer là-dessus parce que c'est plus proche de ce que j'ai envie de faire et ça ouvre des possibilités assez inédites. Ouais. Ouais. Donc il y a Et des chances qu'il y ait pas mal de shaders dans la suite. quand tu lances dans un projet comme ça là, avec Mathieu, vous avez une idée de plateforme déjà sur laquelle vous voulez poster? C'est-à-dire que pour diffuser du coup les NFT, il y a toujours cette question de sur quelle plateforme on le fait, ou vous explorez et vous verrez plus tard. Non, on n'a pas en tête. Jusqu'au printemps dernier, c'était fixage par défaut parce que les plateformes me paraissaient inaccessibles. Ensuite, j'ai commencé à discuter avec quelques plateformes et je me suis rendu compte que j'étais pas si loin, mais pas assez. Et j'ai fait une première publication sur 256 Art en juillet, qui est une plateforme Ethereum, qui est trop cool parce que c'est vraiment la famille en fait. Et j'ai adoré cette ambiance. Donc avec Tib, qui est le fondateur et qui est artiste aussi. Et ouais, c'était vraiment trop bien. Enfin, il t'accompagne tout le long et pour le coup, je trouve que c'est une super plateforme pour commencer ailleurs que FXH. C'est plus pro, ils passent du temps pour faire la com par exemple. Ils sortent des projets genre une fréquence de 1 par mois à grand max, donc il y a un rythme assez lent. Il y a vraiment une communauté de collectionneurs qui adorent la plateforme et qui sont là régulièrement et tout. Donc c'était vraiment trop cool.
On va essayer d'en viser d'autres dans le futur. Mais pour l'instant, c'est que des discussions. Le projet Aquarelle est un peu trop early encore. Mais voilà, on est en discussion avec ces plateformes. Et le but du jeu, c'est que 2023 soit amusant. Et donc, on va essayer Ah. de faire des trucs un peu sympas comme ça. Grosse année. Et en Et parlant de grosse année, bah, vas-y, je pense que tu allais enchaîner, Flo. Vas-y, vas-y. ouais, j'allais te demander par rapport au projet sur l'aquarelle que tu fais avec Mathieu, quand vous êtes lancé sur ce projet, vous aviez une idée prédéfinie, vous avez un peu tous les deux exploré, ou vous êtes partagé des idées? Comment la genèse du projet s'est déroulée? C'était intéressant parce que on avait une crainte, c'est que ça prenne pas parce que on abordait les projets de manière très différente. C'est que moi j'adorais partir totalement à l'aventure, c'est-à-dire aucune idée de ce que ça va donner au final, et je partais généralement d'un concept mathématique ou physique, et pour le retrouver sur le site Immutable, notre collectif, et on a fait des articles qui présentent certains projets. Et donc voilà, je pars vraiment d'une idée mathématique qui commence sur For Radura. Je dis juste, je vais faire du domain wrapping avec des local modifiers qui appliquent un effet physique autour. Mais dans ma tête, c'est pas beau à ce moment-là. C'est juste ça qui me fait marrer et je vais jouer avec. Hmm. Et, euh, et donc, qu'il y a des avantages et des défauts, c'est que ça laisse libre cours à l'imagination tout au long. C'est compliqué ça demande de régulièrement se poser la question de pourquoi c'est beau et qu'est-ce qui ferait que ça deviendrait beau. Et c'est une question qui est souvent difficile à répondre et qui change. Et donc, ça m'arrivait de me la poser encore, même à la fin de certains projets où, c'était ma façon de travailler jusqu'à maintenant. Et Mathieu avait l'inverse à peu près, c'est qu'il savait très bien ce qu'il voulait à la fin. Et jusqu'à maintenant, je trouvais ça assez ennuyeux de savoir exactement où j'allais, parce que du coup, il n'y avait plus qu'à coder, et c'était pas très marrant, même si en fait, c'était l'a priori que j'en avais. Et donc, on a ces deux personnes qui fonctionnent pas du tout pareil. Mathieu qui a vraiment besoin de savoir où il va, moi qui ai plutôt besoin de pas savoir où je vais, et on doit faire un truc ensemble. Et donc, on a fonctionné par session de une semaine où on se prenait un petit Airbnb tous les deux et on bossait ensemble C'est full-time marrant, sur le projet. Donc, on est à 3 sessions comme ça pour le moment. ouais. Ok. C'est assez rigolo de faire ça. Et donc, on prend le premier Airbnb, on ne sait pas ce qu'on va faire. Du coup, l'idée principale, c'était, lui, il adore les textures, donc il propose de faire de l'aquarelle, et ça vient assez vite. Et moi, j'ai envie de faire des trucs assez géométriques, et du coup, j'ai dit, tiens, on pourrait faire des canaux isométriques, et on va les dessiner en aquarelle. Et on se concentre sur l'aquarelle, et l'aquarelle, on arrive, donc pour l'instant en JavaScript P5, et c'est plutôt sympa. C'est très sympa. Mathieu fait un travail de ouf en utilisant une technique j'ai oublié, le gars qui a fait Fidenza, Tyler Hobbs. Donc Mhm. il a un article qui décrit comment il fait de l'aquarelle avec des triangles, et du coup, il s'inspire de cette technique-là. Et donc, il a une aquarelle trop bien. On teste sur les canaux, et ça, c'était il y a 3 semaines, et ça marche pas. Vraiment, pour que les canaux soient intéressants, il faut qu'on dézoome beaucoup, mais si on dézoome beaucoup, les triangles ils sont tout petits, on voit plus l'aquarelle. Et si on zoome, du coup, on a juste envie d'avoir des canaux qui sont tout droits, et ça sert à rien. Et du coup, on se trouve coincé avec ce truc-là. Et donc, à un moment, on dit, OK, on vire les canaux et on fait un truc un peu plus générique et en shader. Et c'est là où on arrive assez vite à ce qu'on a un peu sur la droite, des formes de grilles, mais qui sont toutes faites en shader, qu'on peut tuner, qu'on peut déformer, etc. Et en fait, à gauche, c'est une grille carrée qu'on déforme énormément. Et on peut voir que c'est tout le temps des carrés dedans. Donc on a Ouais. ces deux trucs qui naviguent un peu différemment. Donc le premier qui n'a pas besoin du green complexe, et juste ce qui est marrant, c'est la déformation qui fait des trucs un peu organiques. Et l'autre, il y aura toute une richesse donc c'est des trucs très early, hein. C'est très aussi que le projet final, on ressemble pas du tout à ça. Et à droite, toute la richesse va être sur la grille et des textures organiques qu'on va mettre dedans. Pour l'instant, il y a juste des hachures qui donnent un peu le côté organique, mais c'est répétitif. Le jeu, c'est qu'on va mettre plein d'autres, vraiment, donc avec une grille très rigide et vraiment quelque chose de très organique dans les textures pour contrebalancer le côté très droit. Et pour le moment, les deux visuels, la partie très droit, gris et l'autre partie plus organique, se retrouvent dans le même projet ou ça va potentiellement être deux projets différents? Non, je pense que ce sera. Alors, c'est une vraie question qu'on a aujourd'hui, je sais pas. C'est que dans nos têtes, c'est des projets différents parce que je pense qu'il y a de la matière pour explorer ça. Il y en a même un où on va dessiner des pièces en 3D qui est pour nous même un troisième projet qui serait toujours en aquarelle. Et du coup, on a ce style-là, mais comme d'autres artistes, qui ont des styles, typiquement Zancan, tu vois, qui reprend
un style un peu constant, mais qui dessine des choses différentes. Et on s'est dit, OK, ça pourrait être peut-être un peu l'image de notre collectif au début, où c'est la pâte aquarelle, on fait des choses suffisamment différentes pour que ce soit pas la même œuvre et que ce soit pas, on n'ait pas l'impression qu'on tire sur la corde, parce que c'est vraiment des techniques différentes. Je me suis retrouvé dans des mêmes problématiques récemment sur une série sur laquelle je bossais, où il y avait un peu trop de choses, on va dire, dedans. Et je me suis retrouvé à couper plein de choses pour en avoir 3 différentes, 3 ou 4 même. Et c'est des vrais problèmes en vrai quand tu te retrouves en face de plusieurs compositions que tu aimes bien, qui pourraient se mélanger dans un même projet, mais en même temps qui pourraient donner d'autres sujets. Ouais, c'est intéressant. Ouais, c'est une vraie question. Et voir si les plateformes sont OK, qu'il y ait déjà eu une œuvre de ce style-là sur une autre, ou Après, je on pense explore que ça, on sait pas trop. Après, ouais, je pense que ce que tu disais, ça se tient, tu vois. Des Zancan, c'est le même style qui est appliqué sur différents sujets au final. Ça ne me choquerait pas de voir votre même style sur différentes séries. Ça vous rend reconnaissable, c'est intéressant de voir le sujet poussé à fond. C'est cool. Ouais, je pense que enfin, dans les 3 idées que je... Alors, c'est possible qu'il y en ait qui voient jamais le jour, parce que c'était pas top au final, mais la première qu'on voit, où du coup, il y a un vrai jeu sur tout ce qui est warping, où on déforme énormément, et tout le jeu est là-dessus, sur un gros travail sur les couleurs, sur la texture. Et du coup, là, vraiment, le but du jeu, c'est de voir de la texture extrêmement déformée, avec des gros aplats, et c'est une démo de ça. L'autre, où il va y avoir vraiment un travail sur la structure des grilles, pour qu'il y ait une répétition, et en même temps qu'on se lasse pas. Donc, on essayait de mettre des irrégularités dans la grille, tout un truc sur les textures organiques, toujours les couleurs qui sont très présentes. Et l'autre où il va y avoir un aspect 3D, où c'est encore en style et il y a vraiment une bonne partie du code qui est vraiment spécifique. Et du coup, on a juste l'aquarelle qui est là pour magnifier ça, mais ça pourrait être autre chose et ça serait pas gênant. Voilà. Trop hâte de voir. Tu sais, au début, tu disais que tu faisais des petits projets. Là, on est plutôt sur un gros projet. Tu dis que vous avez commencé, il y a déjà des itérations à 3 semaines. A priori, de ce que tu dis, vous allez encore faire pas mal d'itérations dessus. Est-ce que parfois, ça te donne un peu de la pression, justement, de faire un gros projet comme ça? Et est-ce que ça crée plus d'attentes? Toi, t'en penses quoi? Ouais, de ouf. Il y a eu un avant et un après mon drop sur 256. C'est que j'ai un autre projet qui est juste avant dans les slides, qui reprend une technique que j'avais utilisée sur Arteria en beaucoup plus poussée. Et ça fait plusieurs mois que j'ai des cartons et j'ose pas le sortir. Et donc on est clairement là-dedans. Ça m'a foutu un peu la pression. Et je pense que j'ai un peu trop l'ambition d'aller choper des grosses plateformes, de faire des gros projets. Et du coup, je me suis un peu enfermé là-dessus. C'était moins rigolo par moment d'ailleurs, parce que du coup, j'ai oublié le côté fun que je retrouve totalement dans la collab et c'est trop bien. Et en plus, je vois qu'à quel point le fun est un moteur de la création et du coup, c'est trop bien en fait. Enfin, du coup, hier, j'ai codé l'animation, je n'avais pas parlé à Matt, j'ai envoyé pendant la nuit, il a vu ça au réveil, il a dit oh, mais c'est trop bien ce qu'elle a fait. Et c'était trop bien d'avoir ce truc-là que j'avais pas seul. Et puis voilà, c'est ça qui nous fait marrer. Et puis on verra où ça va, mais au moins on s'amuse quoi. Et c'est un très bon moteur et je m'étais un peu perdu sur celui-là et du coup ça venait un peu laborieux à la fin donc j'ai laissé un peu en pause et là je vais m'y remettre bientôt pour le finir parce que j'aime bien qu'il y ait... L'échelle sur celui-là en termes d'échelle de temps? Ouais, en fait ça reprend la base de Arteria complètement et j'ai commencé à y bosser dessus en juillet et j'étais encore dessus en septembre, octobre. Il y a eu plein d'itérations différentes, certaines qui étaient beaucoup trop géométriques et du coup j'arrivais mal à généraliser. Et c'est sous les conseils de MV, je crois, Mount Vitrevius, un artiste de Londres, je crois, qui m'a conseillé de passer sur des formes de cercle. Et Mathieu, je crois aussi, qui tous les deux m'ont conseillé de... Il fallait que je pète la symétrie. Et comme je dessinais des formes géométriques assez droites, si je pétais la géométrie, c'était pas très beau, parce qu'on avait vraiment envie que ce soit au centre. Et le fait de passer sur les formes circulaires, ça me permet de faire comme la première, que ce soit pas centré, que ce soit agréable, même si c'est pas centré, ou de faire des répétitions. Et ça marchait mieux comme ça. Et ouais, c'était assez laborieux, ouais. Et donc, du coup, ça a fait naître cette envie de collaboration et de ce truc-là, d'avoir quelqu'un qui me rattrape si je m'enferme un peu dans un truc où ça finit jamais. Je manquais un peu de pragmatisme. Donc, j'ai beaucoup appris avec la collab, ouais. Et, sur la gestion des couleurs aussi, c'était galère. Donc pendant tout un temps, j'avais une seule palette, et du coup, c'était facile, c'était ma façon de résoudre le problème des palettes.
Puis sur Foldradura, puis sur ce projet-là, j'ai essayé d'ajouter d'autres palettes et c'était pas évident. Donc j'ai pris des palettes existantes, ça se mariait pas toujours très bien, il fallait que je les tune, c'était quelque chose de pas évident. Et je vois que Mathieu, en proposant de faire quelque chose qui a un rapport au réel, le fait que ce soit de l'aquarelle, du coup, bah, en fait, il fallait qu'on prenne des couleurs de belle aquarelle et du coup, ça fait beau chez nous. Et ça simplifie énormément le taf. C'est que du coup, on va sur Pinterest, il y a une aquarelle dans les mauves qui nous plaît bien, on prend les couleurs, on les tune un peu et du coup, ça fait quelque chose qui est sympa. Et Ouais. on sait si c'est bon ou pas, tu vois, parce qu'il faut que ça ressemble à l'aquarelle. Donc si ça ressemble à une belle aquarelle, c'est bien. Si ça ressemble pas, bah, du coup, on enlève parce que, ok. Et du coup, ça facilite tes choix. T'as pas besoin de te casser la tête sur est-ce que c'est beau ou pas. Et peut-être qu'il y a des gens qui aiment bien les trucs un peu glitch qui vont aimer. Non, non, mais non, là, le choix était simple. On arrive sur la fin. Il y a une question qu'on pose à tous nos invités. C'est un conseil pour quelqu'un qui veut se lancer dans le gen art. Tu vois, si tu donnais un conseil au Camille Rood il y a 1 an et demi, 1 an. Qu'est-ce qui m'aurait été le plus utile? Alors, il y avait ouais, l'idée de s'amuser, évidemment. Je pense que, ouais, non, si probablement c'était le meilleur truc, c'était d'oser poster des choses très tôt. C'est que je pense qu'on est sur un univers qui accepte vraiment qu'on pose des trucs de débutants et il n'y a pas besoin d'y passer 10 plombs pour faire quelque chose de très bien. Et encore aujourd'hui, alors qu'il y a peut-être 20 000 projets sur FXH, c'est possible d'arriver avec un niveau débutant en code, débutant en art génératif, de faire quelque chose qui est sympa, qui apporte quelque chose, et d'avoir ses premiers sélectionneurs et de commencer comme ça, en ne s'en tiendra pas rigueur. C'est OK d'échouer, c'est qu'il y a énormément d'artistes qui ont un projet qui marche pas du tout après un succès, et c'est pas grave, c'est que plus tard ils en sortent un autre et ça marche. Et donc, donc c'est l'erreur que j'ai fait sur le projet précédent, hein, c'est vraiment ça. Et donc il faut Bah, oser c'est vrai que sortir les choses, c'est pas grave, il y aura d'autres occasions, il y en a plein. Moi j'étais stupéfait de voir à quel point c'était assez facile en fait, et qu'il y a des occasions qui se créent, il y a des gens incroyables qui venaient me parler, et je dis mais comment c'est possible que ces gens soient là? Il suffit de regarder le chat ici, il y a des gens, il y a des artistes incroyables qui discutent là en ce moment sur le ouais, Slack de il y a Twitch des mecs ou YouTube. 5, Bah ouais, c'est Fabien. trop fou. Donc coucou les amis d'ailleurs, mais c'est trop fou en fait. Enfin, quand j'ai commencé, j'imaginais pas que je puisse discuter avec ces gens, tu vois. Enfin, et en fait, ils sont hyper accessibles, ça se fait et c'est trop bien. Donc testez en fait et ça, voilà, amusez-vous, testez, ça va être bon. Trop cool, bon conseil. Ah, merci. C'était hyper inspirant comme tout à l'heure je mettais ce que disait Nicolas Daniel, super inspirant, franchement ça donne envie, envie de lancer des nouvelles collections, envie de faire plein de choses Yes. en termes de création. Donc merci beaucoup d'être venu aujourd'hui avec nous. Ouais, merci beaucoup Camille. Eh bien, merci beaucoup pour l'invitation. J'ai très envie qu'on se prenne encore 3 quarts d'heure et de faire l'interview inverse parce que je suis curieux, on se connaît pas si bien que ça et je suis très curieux de vous découvrir. Voilà. Je vous avec 3 quarts d'heure. On fait l'interview inverse. Nous, on aimerait bien faire plus tard avec d'autres artistes un gros melting pot comme ce que organisait avant ou les Mapan. Il organisait souvent des gros melting pot designers et creative dev et on était tous ensemble et pour le coup, on passait des soirées ensemble incroyables. Alors là, il est un peu busy en ce moment, donc il va falloir organiser pour lui. Mais carrément, c'était trop bien. Pour ceux qui nous ont suivis, que ce soit en live ou qui regardent la rediff sur YouTube, n'hésitez pas à liker et à commenter, à nous donner vos feedbacks sur l'émission pour qu'on s'améliore. Il y a pas mal d'artistes qui vont arriver. Le prochain, c'est Targ Z, ou Targs. Alors là, je ne veux pas dire de bêtises. Et on a hâte de le recevoir. Il est spécialisé en plotter, il fait plein de choses. Il a un énorme TikTok, du plotter sur TikTok, je ne savais même pas que ça se faisait. Et donc voilà. Merci beaucoup. Merci. Ciao, ciao. C'était un plaisir de participer à l'émission. À bientôt. Ciao. À bientôt.